Dans cet épisode de Mythbusters, il y a du bon, 14 secondes. du mauvais et du carrément bizarre. C'est dingue! Grant, Carrie et Tori se mettent au surf Elle va servir de projectile. et s'attaquent à une scène de film mythique Ça t'apprendra à poursuivre Mel Gibson. pour savoir si une planche de surf peut devenir une arme fatale. En plein dans le mille. Pendant ce temps, Adam et Jamie font aussi un carnage Je la préfère comme ça. et se lancent dans la course de voiture la plus étrange de toute l'histoire de Mythbusters Ça, c'est de la science comme on n'en fait plus. pour savoir si cette vieille voiture de course est vraiment plus aérodynamique en marche arrière. Je m'éclate comme un dingue. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Pour la gloire. et Jamie Heineman. C'est mon petit jouet. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est quoi? À leur côté, Grant Imahara, Vous allez bien? Tori Bellecci J'ai des pantalons explosifs. et Carrie Byron. Maintenant, on sort l'artillerie lourde. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Le premier mythe concerne une voiture. J'en ai un. Vas-y. Un Un ami à moi disait toujours, au sujet d'une voiture de sport bien précise, qu'elle était tellement mal conçue qu'elle était plus aérodynamique en marche arrière qu'en marche avant. Pas mal. D'après ce mythe, dans les années 70, certains constructeurs automobiles auraient fait passer le style avant le côté pratique, en fabriquant des voitures certes fort belles, mais qui auraient peut-être été plus efficaces si on avait retourné leur carrosserie à 180 degrés. De quelle voiture tu parles au juste? Eh bien justement, depuis 40 ans, ce reproche a été fait à tout un paquet de voitures européennes, asiatiques et américaines. Mais après avoir compilé toutes les références qu'on a trouvées sur Internet, on est arrivé à cette voiture. C'est la coupable la plus souvent citée dans cette histoire. Puisque c'est une question d'aérodynamisme, testons-la d'abord dans une soufflerie. C'est exactement ce que je voulais faire. Cette légende finira par donner lieu à la course la plus bizarre de l'histoire. Mais avant d'en arriver là, commençons par un peu de science en miniature. Voici une maquette à l'échelle 124e de la voiture qui est au centre de ce mythe. On va la placer dans ce bassin et envoyer une teinture dans le courant pour voir comment la voiture la dévie. On va faire ce test avec la voiture tournée vers l'avant. Puis on va la tourner vers l'arrière pour voir si ça fait la moindre différence. Kurt Long, notre ingénieur, se charge de la teinture. Je l'injecte. C'est joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le constructeur de cette voiture, certes très élégante, a vanté au monde entier son aérodynamisme et sa vitesse. Mais notre expérience nous dit tout autre chose. Vous voyez cette grosse tache rouge? C'est une zone de basse pression qui crée une très forte résistance. Elle n'est pas aussi aérodynamique qu'elle en a l'air. Est-ce que c'est pareil dans l'autre sens? On va voir. Une fois la voiture retournée, le résultat n'est pas particulièrement frappant. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Je vois pas vraiment de différence. Observés côte à côte, les mouvements de la teinture semblent presque identiques. Passons au plan B et à un autre gadget de la NASA. C'est une soufflerie à succion. On va fixer la voiture sur un appareil qui va nous indiquer la résistance en kilos. Plus le chiffre est élevé, plus la voiture oppose de résistance à l'air. C'est prêt. En d'autres termes, cette machine devrait nous fournir des données brutes. Ok, j'allume la soufflerie avec la voiture vers l'avant. Ça monte. 518, 584, 756 tours par minute, 889, 915, on y est presque. Ça ne se voit pas, mais la petite voiture affronte des vents de tempête soufflant à 160 km/h. Mais de combien est la résistance? Dans cette position, le vent a poussé la voiture avec une force de 154 grammes. On va la retourner et recommencer le test. Si ce mythe possède un semblant de vérité, le vent devrait pousser la voiture avec moins de force. On devrait donc obtenir un chiffre inférieur à 154.
On retourne la voiture, on appuie sur un bouton et roulement de tambour. La résistance de la voiture à l'envers est de 167 grammes. C'est bien plus que tout à l'heure. Elle offre plus de résistance. Pour le moment, ça démarre pas fort. Non. Non, ça s'annonce mal pour les adeptes de la conspiration. Et les chiffres sont là. Tournée vers l'avant, la voiture oppose une résistance de 154 grammes. Tournée vers l'arrière, de 167. Les chiffres ne mentent pas. La voiture est plus aérodynamique tournée vers l'avant que vers l'arrière, contrairement à ce que prétend le mythe. En tout cas, en modèle réduit. Est-ce que c'est pareil grandeur nature? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Passons à la planche de surf meurtrière. On va s'attaquer à un mythe tiré d'un film culte, L'Arme Fatale 2. J'adore ce film. C'est quoi le mythe? Vous voyez la scène de poursuite avec plein de voitures au travers de la route? Il y en a une avec une planche de surf sur le toit. La voiture se plante et la planche s'envole. C'est ça. Elle traverse le pare-brise et elle amoche bien le méchant. À quel point? Elle le tue, je crois même qu'elle le décapite. À ce point-là. À ce point-là. C'est une scène d'accident classique tirée d'un film culte. Un coup de frein brutal déclenche une longue réaction en chaîne qui se conclut tout à la fin par une planche de surf dans la tronche du méchant. Mais un tel objet peut-il vraiment voler aussi loin et s'avérer fatal? Voici une expérience qui mérite d'être testée grandeur nature. La voiture portant la planche de surf sera remorquée de manière à venir emboutir une voiture accidentée à la même vitesse que dans le film. La voiture du méchant sera placée 12 mètres plus loin. Grâce à son élan, la planche de surf devra percuter le pare-brise et le traverser. La réalité va-t-elle égaler la fiction? On est à l'extérieur de la ville pour recréer l'accident dans lequel une planche de surf traverse un pare-brise et tue le conducteur. On va se mettre en place. L'équipement arrive. Si seulement ça pouvait chasser les nuages. Malheureusement, le dieu de la pluie a d'autres projets. Mais celui des grosses machines est de bonne humeur. Notre étude de faisabilité version mouse costaud est en bonne voie. C'est bon? Les câbles, 270 kg et 300 mètres de câble en acier de 9,5 mm de diamètre. les poulies, Avec ça, on sera sûr que notre voiture ira là où on veut et pas ailleurs. les voitures C'est du sport! et les glissières de sécurité sont en place. La sécurité avant tout. Même le soleil finit par être curieux de voir ce que ça va donner. Comme dans le film, on a un 4x4 avec une planche de surf sur le toit. Je fixe le câble du treuil sur la barre de direction pour pouvoir remorquer le 4x4 et l'envoyer droit dans la voiture accidentée à 65 km/h. La planche de surf est posée sur le toit. Comme dans le film, elle va servir de projectile. À 365 mètres de là, Ça, c'est la zone de l'impact. Le treuil va remorquer le 4x4 à 65 km/h jusqu'à cette voiture arrêtée. Le 4x4 va lui foncer dedans et s'arrêter net. Mais la planche de surf va continuer sa course à la même vitesse grâce à l'élan donné par la voiture. Ça, c'est la voiture cible. Elle sera à 12 mètres du lieu de l'accident, comme dans le film. Reste à savoir si la planche de surf va décoller, fendre les airs jusqu'ici et avoir encore assez d'élan pour traverser le pare-brise et tuer le méchant derrière le volant. en parlant du méchant, Ça t'apprendra à poursuivre Mel Gibson. Buster va une fois de plus se sacrifier pour l'équipe. Il peut mourir de 3 façons différentes si la planche de surf arrive jusqu'à sa tête. Premièrement, la décapitation, qui est forcément fatale. Deuxièmement, le coup, qui est l'impact causé par un objet mobile sur un objet stationnaire. Et enfin, le contre-coup, lorsque le cerveau heurte l'arrière de la tête et cause des lésions cérébrales mortelles. Nous connaîtrons la suite dès que les oies auront fini de traverser. L'attaque du surf dans 3, 2, 1... C'est parti! 30 km/h, Ça part bien, Ouais. 50 km/h, presque. 65, on y est!
Je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Mais la planche a volé dans les airs. Oui, mais elle n'a pas traversé le pare-brise. C'est un sacré carnage. Pour y voir un peu plus clair, visionnons le ralenti. Alors, jusque-là ça va, et... impact. Regardez, elle décolle, mais elle pique du nez presque tout de suite. Non seulement la planche de surf a coulé comme le Titanic, mais l'accident ne ressemblait pas à celui du film. Le 4x4 ne s'est pas arrêté, ce qui a empêché la planche de décoller correctement. Au ralenti, on voit qu'il se passe plein de choses. Il y a des éclats de verre partout, et le 4x4 ne s'est pas arrêté comme dans le film. Mais la planche de surf a volé assez droit. Le seul problème, c'est qu'elle a rapidement piqué du nez. Donc, on va renforcer les barrières de sécurité pour essayer de stopper le 4x4 dans sa course, et ensuite, on regardera comment la planche de surf s'est comportée. On prend les mêmes et on recommence. Il est temps de vérifier si notre voiture est réellement plus aérodynamique en marche arrière avec un modèle qui a fait fureur parmi la jet set des années 70. La voiture de sport rouge. C'est avant tout une question d'aérodynamisme et de capacité à fendre l'air. Plus la voiture avance facilement, moins elle dépense d'énergie pour repousser l'air et donc moins elle consomme de carburant. On va donc réaliser 3 tests. Un 400 mètres chronométré, une accélération de 0 à 100 et un test de consommation de carburant. Ensuite, on va découper la carrosserie, la retourner, refaire les tests et voir si les chiffres sont meilleurs pour la voiture inversée. Au fait, c'est moi qui vais conduire. Par quoi tu veux commencer? Le 400 mètres. D'accord. Je vais rester sur la ligne d'arrivée, à 400 mètres du départ, pour chronométrer la voiture. Ok, Adam, premier essai. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Notre championne écarlate fend les airs avec une facilité déconcertante. 14 secondes. 14 secondes exactement, mais un seul passage ne suffit pas. Adam court une seconde fois. Pareil, 14 secondes. Comme n'importe quel bon Mythbuster, Adam n'hésite pas à payer de sa personne. Je pourrais faire ça toute la journée. 14 secondes. En marche avant, la voiture a couru le 400 mètres en 14 secondes à chaque fois. Merci, Jamie. Fais attention de ne pas t'envoler. Après le 400 mètres, c'est au tour de l'accélération. Voilà comment ça va se passer. Je serai sur la ligne de départ et Jamie se tiendra là-bas avec son chronomètre. Il va faire 3, 2, 1 et lancer le chrono. À ce moment-là, j'appuierai sur le champignon et je foncerai à toute bringue vers Jamie, comme ceci. Jamie sera ici, à environ 240 mètres du départ, avec un radar manuel et son fidèle chronomètre. Dès que le radar affichera 100 km/h, il arrêtera son chrono et on saura combien de temps j'ai mis pour passer de 0 à 100 km/h. C'est parti! Jamie, je suis en position. D'accord, attends mon signal. Bien reçu. Démarre le moteur. C'est parti. Dans 3, 2, 2, 1... Je m'en lasse pas. C'était rapide. Je dirais 8 secondes. Retour à la case départ. J'y retourne. Tout comme le premier test, Adam va faire 3 passages. Parti! Et comme pour le premier test, la voiture fait preuve d'une étonnante régularité. Qu'est-ce que ça donne? 8 secondes pour les 3 passages.
Super! Avec une moyenne de 8 secondes au test d'accélération, il ne reste plus que le test de consommation de carburant. Tout est une question de résistance à l'air. On va la mesurer en calculant la quantité de carburant dépensée sur une distance de 1600 mètres. La marche à suivre est simple. La voiture est équipée d'un réservoir amovible qu'on va peser avant et après les essais. Rien de bien sorcier là-dedans. Alors? Le poids de départ du réservoir est de 9,12 kg. Consommation de carburant sur 1600 mètres. Le réservoir est en place. Adam exécute son premier passage. Les trois seront faits précisément à la même vitesse. Résultat? Sur ce passage, Adam a utilisé 394 grammes de carburant. Ok, on retourne au départ et on recommence. Ouais. C'est parti! La quantité moyenne de carburant utilisée sur les 3 passages est de 395 grammes. Et ensuite? Bon, on a les données qu'on voulait. On rentre à l'atelier et on retourne la voiture. Monte. À notre retour, on aura un truc vraiment contre nature. Je vous résume l'histoire. On teste un mythe tiré du film L'Arme Fatale 2 dans lequel un 4x4 avec une planche de surf sur le toit percute un autre véhicule. La planche décolle, traverse le pare-brise d'une troisième voiture et tue le conducteur. Notre premier test a échoué parce que le 4x4 ne s'est pas complètement arrêté et la planche de surf n'avait plus assez d'élan. Pour notre deuxième essai, on a une barrière plus lourde. Un nouveau 4x4 et d'autres barrières sur les côtés pour caler la première. Comme ça, quand le 4x4 la percutera, il sera stoppé net dans sa course. Et son élan sera transféré à la planche de surf. On calcule la quantité de mouvement en multipliant la masse d'un objet par sa vitesse. Dans cette expérience, la quantité de mouvement maximale de la planche de surf est de 205 kg mètres par seconde. Mais ce résultat n'est valable que si la planche décolle à 65 km/h, soit 18 mètres secondes. La nouvelle barrière, le nouveau 4x4 et notre mécanisme de largage ultra fluide sont prêts. Il est temps de passer au second test. Carrie, t'es prête? C'est parti pour l'attaque du surf dans 3, 2, 1, action! J'y vais. Super. C'est bien parti. Elle fonce droit vers la barrière. En plein dans le mille. Pile dans la voiture. Les épaves s'accumulent, mais la planche de surf a fait à peine 1 mètre et n'a été fatale pour personne. D'où vient le problème? Dans le film, le 4x4 percute la voiture, s'arrête net et éjecte la planche de surf. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Notre 4x4 s'est arrêté pile où on voulait. Le seul problème, c'est que la voiture percutée s'est pliée vers le haut et a bloqué la trajectoire du surf. D'ailleurs, il a laissé une ligne verte sur la carrosserie. Et quand on se place au niveau de la galerie et qu'on regarde au-delà de la ligne verte, on voit bien qu'il volait en direction du pare-brise. Ça mérite vraiment un 3e essai. Cette expérience est en passe de devenir l'étude de faisabilité la plus chère qui soit. J'en avais commandé un bleu. L'équipe se remet en place avec de nouvelles voitures. Mais ce n'est pas tout. Pour ce 3e test, on veut éradiquer tous les obstacles. On va écraser les voitures. Comme ça, quand le 4x4 percutera la barrière, rien n'arrêtera la planche de surf. C'est à Tori que revient la tâche d'aplatir les voitures, une mission qu'il semble un peu trop apprécier. Je m'en lasse pas. Les voitures ressemblent à des crêpes. On peut passer au test. C'est parti pour le mythe de la décapitation par une planche de surf. 3, 2, 1, go! Une fois encore, Carrie accélère jusqu'à 65 km/h et remorque le 4x4 jusqu'à ce que... En plein dans le mille. C'était parfait. On n'aurait pas pu faire mieux. Comme au premier essai, la planche de surf a très vite piqué du nez, mais ça ne s'arrête pas là.
C'est incroyable, regardez. Elle a d'abord volé droit, et puis elle s'est retournée. Elle n'est pas du tout aérodynamique. Elle n'est pas stable et en plus, elle est imprévisible. Finalement, après 3 tests grandeur nature, quelles sont les conclusions? Nos 3 essais se sont soldés par 3 échecs. La planche de surf n'a jamais traversé le pare-brise et le méchant va continuer à semer la terreur. On pourrait croire que ça me rend triste, mais pas du tout. Je suis super content. Parce qu'on a remarqué une tendance. À chaque fois, la planche de surf a quitté la galerie avec pas mal d'élan. Mais elle a toujours piqué du nez en tournant légèrement sur elle-même. Ça veut dire que quelque chose, dans la forme de la planche, l'empêche de traverser le pare-brise et de tuer le méchant. Adam et Jamie ont testé leur voiture de sport en marche avant. Je pourrais faire ça toute la journée. Il va maintenant falloir la retourner. Rentre là. Pour l'étape suivante, on va devoir séparer la carrosserie du châssis, la retourner et la fixer pour que l'arrière de la voiture se trouve à l'avant. C'est pas de la tarte. Alors on a fait appel à un véritable pro. Mike Allan est rédacteur en chef du magazine automobile Popular Mechanics. Il va vérifier que tout est fait dans les règles de l'art. Avant de réaliser cet exploit, la voiture va devoir faire un sacré régime. Mais sans toutes ces pièces, la voiture inversée ne risque-t-elle pas d'être plus légère et donc plus rapide? Je laisse Jamie répondre à cette question. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que la voiture sera plus légère et que les résultats seront faussés. En fait, oui et non. Les résultats seraient faussés si on ne tenait pas compte du changement de poids. C'est pourquoi on va mettre des sacs de sable et des poids dans la voiture avant de réaliser les tests. C'est parti pour le découpage et la profanation d'une voiture autrefois fabuleuse. Après de longues heures de travail et des centaines de découpes ultra précises, le moment est enfin arrivé. On va séparer la voiture en 2, soulever la carrosserie, la retourner, la poser et voir ce que ça donne. Comment? Avec des gros bras. Gros bras? Quelle autorité! Vous êtes prêts? À mon signal. 3, 2, 1, soulevez! Ça va? Tout le monde tient? Les adeptes de cette voiture sont sûrement en train de faire une crise cardiaque. Il y a encore un fil, Mike? Magnifique! Je la préfère comme ça. Une vraie décapotable. Ouais, c'est sympa. La voiture inversée sera sûrement une grande première, mais elle ne se fera pas sans mal. C'est même le plus grand défi que Mike Allan, le génie de la mécanique, ait eu à relever en 40 ans de carrière. Et malheureusement pour lui, il n'a pas droit à l'échec. On est à mi-chemin. Il reste encore beaucoup de choses à enlever, mais c'est délicat. Parce que chaque pièce fait partie de la structure de la voiture. Si on coupe trop, tout risque de s'écrouler comme un château de cartes. Donc, on doit enlever certaines parties, tout en renforçant la structure, pour que la voiture conserve sa solidité. Ouais, on y est presque. On peut la descendre? Après 3 jours à découper, à reconstituer et à marteler, on va pouvoir la descendre et la mettre en place. Qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. On la descend. Elle penche vers l'avant. Je la descends. C'est bon. Joli! Elle est posée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? C'est génial! J'en ai un peu moins peur qu'avant. Une dernière petite touche et notre mutante est prête. Prochaine destination, la piste de test. Super. Pour confirmer notre mythe, il faut que la planche de surf décolle à 65 km/h, qu'elle fende l'air comme une flèche sur 12 mètres, qu'elle traverse le pare-brise et qu'elle zigouille le méchant.
Ça marche pas du tout. La planche pique du nez direct avant de rebondir de manière imprévisible. Pour le moment, ce mythe me paraît totalement bidon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire rouler le 4x4 plus vite. Ou alors, on pourrait faire une expérience à petite échelle. On pourrait fabriquer une mini-planche et la plonger dans le bassin de la NASA pour voir si elle est capable de voler droit. Une analyse d'aérodynamisme? Pourquoi pas? Carrie ira à la NASA avec non pas une, mais 2 mini-planches. J'ai fabriqué à la main une petite planche de surf pour le test de la NASA, mais je crois que le nez est un peu trop relevé. Je pourrais tout recommencer, mais je vise la perfection. Alors je vais plutôt profiter de la technologie moderne. Je vais utiliser une imprimante 3D pour créer une réplique exacte de ma planche de surf. Comme ça, si celle fabriquée à la main ne convient pas, l'autre devrait faire l'affaire. L'imprimante 3D empile des couches de poudre fine alternées avec un agent liant aux dimensions de la planche de surf. L'agent liant maintient la poudre en place. De cette manière, le reste de la poudre peut ensuite être retiré pour ne laisser que le modèle en 3D parfait. À peine le temps de dire « j'en veux un » et c'est prêt. Un peu de résine et c'est bon. Pour mettre à l'épreuve nos mini-planches de surf, on se rend au laboratoire de mécanique des fluides de la NASA. En aérodynamique, l'eau et le vent sont des fluides. On va donc immerger notre planche dans un bassin et injecter une teinture dans le courant. La manière dont la planche va dévier la teinture nous dira si elle peut générer une portance et surtout, si elle peut voler de façon stable. Kurt Long leur prêtera main forte comme il l'a fait avec Adam et Jamie. Il est loin d'être impressionné en voyant la planche fabriquée par Carrie couler à pic. La planche pivote. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas précis, ça veut dire que même si elle essaie de voler droit, elle va très vite virer vers le haut ou le bas de manière incontrôlable. C'est un bide. Le modèle d'impression en 3D donnera-t-il de meilleurs résultats? Cette planche-là a un nez moins relevé. Voyons si elle peut fendre l'air. Aux yeux d'un novice, le résultat semble plus probant car la planche est stable. Mais n'oubliez pas que M. Lang est un véritable expert. La planche ne fait rien de spécial. C'est bien, ça veut dire qu'elle peut fendre l'air plus facilement. Mais comme elle ne perturbe pas vraiment le courant, elle ne va pas avoir beaucoup de portance. Je ne pense pas qu'elle puisse voler de manière stable. La manière dont la teinture colle au nez de la planche avant de connaître des turbulences autour des ailerons est une preuve suffisante pour M. Lang. Les planches de surf sont incapables de voler de manière stable et prévisible. Du côté de la voiture inversée, il est temps de passer aux tests les plus surréalistes de toute l'histoire de Mythbusters. Je sais bien qu'on dirait que je suis assis sur le capot, mais regardez, c'est le pot d'échappement. Je suis totalement incapable de deviner ce que ces tests vont donner. Et c'est ça qui me plaît. C'est dingue! C'est contre nature. C'est génial! La visibilité est parfaite, comme sur une voiture normale. Qu'est-ce qui vous choque? Tout. On va refaire les 3 mêmes tests. L'accélération de 0 à 100, le 400 mètres et la consommation de carburant. Après quoi, on saura si cette abomination est réellement plus aérodynamique que sa version normale. Adam, on commence les tests. Je suis prêt, on peut y aller. C'est parti! On commence par le test d'accélération. Dans sa version normale, la voiture est passée de 0 à 100 en 8 secondes. Pour confirmer le mythe, la bizarromobile devra faire un meilleur temps. Et l'aérodynamique suggère qu'elle pourrait bien y parvenir. Si le mythe est vrai, la voiture devrait obtenir de meilleures performances tournées vers l'arrière que vers l'avant. Ce que j'en pense, eh bien, on sait que cette forme en goutte d'eau est très aérodynamique. Et elle est plus accentuée quand la voiture est tournée vers l'arrière. Voyons si la pratique confirme la théorie. Ok Adam, test d'accélération dans 3, 2, 1,
c'est parti. « 9 secondes. Ça, c'est de l'accélération. On refait le test 3 fois pour obtenir une moyenne, ce qui est loin de déplaire à Adam. Je m'éclate comme un dingue. Pareil, 9 secondes. 8 secondes. Qu'est-ce que ça donne? La voiture inversée a fait une moyenne de 8,66 secondes. Et c'est mieux ou c'est moins bien? Vers l'avant, elle avait fait 8 secondes. Donc c'est un peu moins bien. Oui. Le mythe se fissure dès le premier test. La voiture inversée a mis plus de temps pour atteindre les 100 km/h. D'après nos calculs, l'accélération de la voiture inversée est moins rapide de 7,5% que celle de sa version normale. C'est trop serré pour être décisif. Passons au deuxième test. On enchaîne avec le 400 mètres. D'accord, c'est parti. Tournée vers l'avant, la voiture a couru le 400 mètres en 14 secondes. C'est le temps à battre. Jamie, je suis en position et prêt à y aller. Ok, départ dans 3, 2, 1. Conduire avec le dos collé au pare-brise n'est pas vraiment idéal, mais pour un Mythbuster, ce n'est rien. 17 secondes. C'est reparti. « 17 secondes. Même temps qu'au premier passage, il en reste un. Enfin, on va d'abord attendre que nos amis à plumes aient fini de traverser. Elles ont le chic pour traverser au mauvais moment. Ça y est, la voie est libre. Go! « 16 secondes. Je l'ai fait en combien de temps? En moyenne, 16,6 secondes. C'est mieux ou pas? Non, elle avait fait 14 secondes. Elle est un peu plus lente. Oui, Intéressant. sur 400 mètres, la voiture inversée est allée 18% moins vite que sa version normale. C'est pas tout à fait exact, puisqu'on connaît pas la vitesse de la voiture au bout des 400 mètres. Il serait plus juste de dire qu'elle a mis 18% de temps en plus pour atteindre la limite des 400 mètres. On s'en fout. Il est temps de faire le plein pour le test de consommation de carburant. Dans sa version normale, la voiture a consommé en moyenne 395 grammes de carburant sur ses 3 passages. On réitère l'opération en commençant par peser le réservoir plein. Et voilà, 13,29 kilos. Premier passage. Go! C'est la voiture la plus inconfortable du monde. Vraiment. Puis on pèse le réservoir pour voir la différence de poids. 12,97 kilos. Et après 3 passages sur la même distance et à la même vitesse, les résultats sont plutôt déconcertants. Ok. La différence entre la voiture inversée et sa version normale est bien plus grande que pour les autres tests, ce qui inquiète un peu Jamie. Les tests sur la voiture inversée montrent une augmentation de la consommation de carburant de 44%. C'est énorme. Je trouve ça louche. Les données seraient-elles incorrectes? J'y comprends rien. Adam et Jamie sèchent. Il leur faut un plan B. Ce mythe ne tient qu'à un fil. La forme et les ailerons de la planche de surf l'empêchent d'avoir une trajectoire de vol prévisible. En résumé, on ne verra jamais une planche de surf quitter le toit d'une voiture pour s'écraser dans le pare-brise d'une autre. C'est vrai. Mais il reste une partie du mythe qu'on peut encore étudier. Qu'est-ce qui se passerait si une planche de surf percutait un pare-brise à 65 km/h? Ok, dans le film, ça paraît un peu gros, mais est-ce qu'elle pourrait vraiment dégommer un type?
On pourrait construire une sorte de lance-pierre avec un gros élastique, l'installer sur une galerie et s'en servir pour tirer à bout portant sur un pare-brise à 65 km/h et voir si la planche le transperce. Ça pourrait marcher. Ouais. Les données de la NASA et les tests grandeur nature ont prouvé que la scène du film était une pure fiction. Oui, elle n'a pas traversé le pare-brise. Mais que donnerait une collision frontale? Si on retire le vol de 12 mètres de l'équation, la planche de surf peut-elle devenir une arme fatale? Pour le savoir, Tori a mis au point une petite surprise qui devrait s'avérer bien plus efficace que le système de remorquage. J'ai fabriqué un rail sur lequel la planche de surf va glisser. Elle sera attachée sur un petit chariot qui roulera à l'intérieur du rail. Comme ça, elle ira forcément dans la direction voulue. Rendons-nous à l'extérieur pour voir la science en action. Tori a terminé l'appareil de propulsion de la planche de surf. Maintenant, on doit trouver un moyen de lui faire atteindre la vitesse de 65 km/h. Pour ça, on va se servir de cet élastique industriel. Reste à savoir de combien de mètres on doit le bander pour que la planche de surf atteigne la vitesse voulue. On commence à 3 mètres? On recule à 3 mètres et on voit à quelle vitesse la planche décolle. Ok, dites-moi stop. Grant actionne le treuil. Lorsque la planche atteint la marque des 3 mètres, Tori prend le relais. Calibrage du surf dans 3, 2, 1. C'était hallucinant. Énorme. Elle est allée vite. Carrie a raison. Avec un recul de 3 mètres, la planche de surf a atteint les 110 km/h. Pour le second essai, il recule de seulement 2 mètres. Attention, tir de 2 mètres dans 3, 2, 1. Une fois de plus, la planche a touché sa cible. Mais là encore, elle était trop rapide, avec une vitesse de 83 km/h. Tori réduit davantage la distance pour le 3e essai. Test de calibrage de la planche de surf à 1,50 m dans 3, 2, 1. Bon, il y a 17 images pour 30 cm. Donc ça fait 17? 17,9 mètres par seconde. D'accord. Ça fait 65 km/h. On a notre vitesse cible. C'est dingue. On est tombé pile poil dessus. Depuis que les humains ont conquis les vagues, la planche de surf a toujours été leur outil préféré. Mais placée entre de mauvaises mains, peut-elle vraiment tuer quelqu'un? On est prêt. La voiture est en place avec au volant un mannequin anthropomorphe. Doucement. Notre élastique est tendu en travers de la porte et attaché à la planche de surf, qui est elle-même reliée à une boucle à largage rapide et au câble du treuil. Il ne reste plus qu'à tendre l'élastique et à reculer la planche d'1,50 m. Ensuite, on lâche et elle ira s'écraser dans le pare-brise à 65 km/h. On saura enfin si ce mythe est vrai ou non. 1,50 m, 65 km/h dans le pare-brise. Prêt? Allez, On y va. Dans 3, 2, 1. la planche de surf a percuté le pare-brise. Celui-ci a absorbé le choc et dévié la planche vers le toit. Ce type de pare-brise, qui est la norme sur toutes les voitures récentes américaines, est constitué de nombreuses couches conçues pour absorber l'énergie du choc et assurer la sécurité du conducteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Autrement dit, Le pare-brise a résisté, le mythe est bidon. À 65 km/h, la planche de surf ne peut pas traverser le pare-brise et tuer sa cible. eh oui, même à bout portant, une planche de surf volant à 65 km/h n'est pas fatale. Mais si elle allait plus vite, on installe un nouveau pare-brise C'est pile la bonne taille. et on recommence. 3,30 m. C'est bien. 3,60 m. Le treuil ralentit. 4 mètres. Ok, le treuil n'ira pas plus loin. 4,50 m. Vous êtes prêts? La tension du treuil est maximale. Il est temps de lâcher la bête.
Avec un recul de 4,50 mètres, la planche a atteint 136 km/h. Buster a-t-il survécu? Même à 136 km/h, le pare-brise a absorbé l'énergie du choc et a arrêté la planche avant qu'elle n'atteigne le conducteur. Ce mythe n'est pas seulement bidon, il est doublement bidon. Le mythe est bidon et l'équipe l'a prouvé de bien des manières. Aucun élément de ce mythe ne tient la route. Premièrement, la visée. Dans la réalité, quand un véhicule en percute un autre avec une planche de surf sur le toit, il est quasiment impossible de viser et de transférer l'énergie nécessaire à la planche. Deuxièmement, l'aérodynamisme. Après analyse, on a compris que la planche de surf était incapable de voler droit. Troisièmement, la force. Même à 136 km/h, soit 2 fois plus vite que dans le film, la planche rebondit sur le pare-brise sans le traverser. Quel que soit l'angle d'approche, ce mythe est bidon. Cette histoire me pose 2 problèmes. Je crois pas que nos données soient définitives ou qu'elles répondent à la question. Et le second? Le second, c'est que j'ai très envie de voir s'affronter en même temps, dans une course, la voiture inversée et sa version normale. Oui, moi aussi. Content que tu sois d'accord. Allons-y. C'est parti pour la course finale. Voilà comment ça va se passer. On a 2 voitures de modèle identique, l'une comme son créateur l'a voulu, l'autre avec la carrosserie à l'envers. On va voir laquelle des 2 est la plus aérodynamique. Mais comment être sûr que le résultat n'est pas faussé? Les moteurs pourraient être réglés différemment. Dès le signal du départ, Jamie et moi, on va appuyer sur le champignon et rouler pied au plancher jusqu'à ce drapeau vert. À ce moment-là, on sera au coude à coude à environ 160 km/h. C'est là que Mike nous donnera le signal. On repassera au point mort exactement au même moment et on fera les 400 mètres suivants en roue libre, propulsés uniquement par notre élan et freinés seulement par la force de l'air. La première voiture à franchir la ligne d'arrivée est forcément la plus aérodynamique des 2. Voilà comment on aura notre réponse. L'aérodynamisme est une question de résistance de l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette résistance augmente de façon exponentielle avec la vitesse de la voiture. Sachant ça, on ne tiendra compte des performances des voitures qu'à 160 km/h environ. Vitesse à laquelle la résistance de l'air prend le pas sur tout le reste. Dans la voiture rouge, le champion du contre-courant, Adam Savage. Il fait chaud. Dans la voiture argentée, l'as des as, Jamie Heinemann, avec aux commandes notre invité spécial, Mike Allan. 3, 2, 1, go! Ils démarrent sur les chapeaux de roue et sont au coude à coude. 160 km/h. Le drapeau vert est proche. Et point mort. Il passe au point mort. Les images ne mentent pas. La voiture inversée est dernière. Quelle démonstration! C'est vrai! J'ai adoré. C'est de la science comme on n'en fait plus. Apparemment, les constructeurs savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ouais, le mythe est bidon. Complètement bidon. Sur ces bonnes paroles, il est temps de rouler vers le coucher du soleil. Adaptation de Isabelle Bruland, avec les voix de Pauline Larieux, Luc Terrier, Pierre Alam, Anne Genadas, Laurent Jacquet et Philippe Hubert.